Nantes, un matin de fin d'hiver. Une pluie fine s'accroche aux vitres de la ville, comme si elle hésitait à devenir vraiment averse. Au 12e étage d'un immeuble moderne donnant sur la Loire, Adrien Delcourt vérifie une dernière fois la présentation qui s'affiche sur son écran. Graphiques, chiffres, slides léchés aux couleurs de sa boîte, Greenflow. Papa? La petite voix vient du coin du salon. Élise, 8 ans, pyjama à étoiles et cheveux encore emmêlés, tient son dessin à la main. Oui, mon cœur, tu dois encore partir tôt? Il jette un œil à sa montre. Réunion à 9 heures à la mairie, passage au bureau, déjeuner avec un élu, puis de nouveau à la mairie. Un peu, répond-il. C'est pour le projet de l'école? Elle dit ça en plissant les yeux, comme si « projet » était un mot de grande personne qu'elle empruntait. Pour l'école, pour le centre d'activité, pour tout le quartier, précise T-il. Elle s'approche, pose son dessin sur le clavier. J'ai dessiné le centre. Sur la feuille, un bâtiment avec des fenêtres pleines de couleurs, des enfants qui courent, un grand soleil au-dessus. Il sent un pincement au cœur. Il est très joli, souffle T-il. Ce sera comme ça, pour de vrai? Il hésite. J'aimerais bien. Elle le fixe avec ses yeux sérieux, bien trop sérieux pour son âge. Tu promets? Ce mot-là lui fait toujours mal. Il pense à Claire, à la chambre d'hôpital, à tout ce qu'il n'a pas pu promettre, ni empêcher. Il se contente de répondre. Je vais faire de mon mieux. Elle hoche la tête, comme si ça suffisait. Mamie vient me chercher à l'école? Oui. Elle se détourne vers la cuisine. Tu oublies pas de manger? Aujourd'hui? Ajoute TL, sans se retourner. Il sourit, un peu honteux. J'essaierai. Faire de ton mieux, c'est manger aussi, dit-elle avant de disparaître. Il secoue la tête. Les enfants ont décidément le chic pour viser juste. À l'autre bout de la ville, dans un immeuble plus ancien, au 3e étage sans ascenseur, Nora Benali essaie d'attraper son manteau d'une main tout en vérifiant un sac de goûter avec l'autre. « Yanis, tes chaussures. » « J'arrive. » Le garçon surgit du couloir, lacet défait, sac trop ouvert, banane déjà entamée à la main. « Tu ne peux pas manger dans les escaliers, prévient-elle. « Je vais pas tomber, Meman. Ce n'est pas de ça que je parle. » Elle lui prend la banane, la referme dans un morceau de papier, l'enfonce dans son sac. Goûter, pas petit-déj. Mais j'ai faim maintenant. Elle pousse un soupir, amusée et épuisée à la fois. Yanis, 9 ans, est un concentré d'énergie. Tu mangeras à la récré, tranche-t-elle, et tu ne te bats avec personne, aujourd'hui. C'est eux qui commencent. Je m'en fiche de qui commence, dit-elle en fermant la porte. Tu te rappelles ce qu'on s'est dit? Il renifle. Je compte jusqu'à 10. Et après? Après, je viens te le dire. Voilà. Ils descendent les escaliers 4 à 4. Nora a glissé son badge de coordinatrice du Centre socio-culturel des Oliviers dans sa poche. Dans son sac, un dossier épais. Demande de subvention, compte-rendu d'activité, lettre de parents. Elle jette un coup d'œil à l'heure. On va être juste. On va courir? Propose Yanis, un peu trop enthousiaste. On va marcher vite. Il débouche dans la rue. L'air est humide. L'odeur de café sort des fenêtres ouvertes. Nora serre son foulard autour de son cou. Elle aime ce quartier autant qu'elle le hait parfois. Petits immeubles, square un peu triste, boulangerie qui survit comme elle peut, le centre socio-culturel au bout de la rue, tagué mais vivant. C'est là qu'elle travaille, qu'elle se bat pour les gamins du coin, qu'elle s'épuise à remplir des dossiers pour maintenir des ateliers dont personne ne verra jamais passer les résultats dans un tableau Excel. Elle repense à la réunion de ce matin à la mairie. Nouveau projet. Rénover un vieux bâtiment municipal près de l'école pour en faire un espace périscolaire et un centre d'activité. Et, chose moderne, associer une entreprise privée au projet pour optimiser les ressources, Greenflow, une PME de la tech spécialisée dans l'énergie. Le patron doit venir présenter le projet. On lui a dit son nom. Adrien Delcourt, un quadragénaire, brillant, innovant, très engagé sur le plan écologique. Nora a levé les yeux au ciel.
Ils adorent. Maintenant, murmure-t-elle à sa collègue, ces patrons qui viennent se donner bonne conscience dans les quartiers populaires. Elle se l'est promis. Elle ne se laissera pas impressionner par un costume bien coupé. Aujourd'hui, elle parlera des vrais enfants, des vrais parents, des vrais besoins. Même si ça dérange. La salle municipale sent le café filtre et les radiateurs trop chauffés. Autour de la grande table, quelques élus, des techniciens de la ville, 2 représentants d'associations de quartier, et Nora, assise avec son carnet déjà rempli de notes. On parle budget, appel d'offres, délai. Il manque encore quelqu'un. La porte s'ouvre. Excusez-moi, le taxi s'est perdu dans les déviations, lance une voix masculine. Nora lève la tête. L'homme qui vient d'entrer porte un manteau sombre, une chemise claire, un ordinateur sous le bras. Pas de cravate, mais ce quelque chose dans la manière d'être qui dit « Je suis chez moi partout ». Cheveux bruns un peu en bataille, regard clair, cerne discrète. Adrien Delcourt, Greenflow, se présente-t-il, il en serrant quelques mains. Quand il arrive à Nora, elle se contente de lui tendre la sienne, sans sourire forcé. Nora Benali, Centre socio-culturel des Oliviers. Le contact est bref. Il prend place, ouvre son ordinateur, branche le câble à un projecteur. Sur le mur apparaît un titre, Projet de rénovation, Pôle enfance, Famille quartier des Oliviers. Il se lance. Merci d'être là. Je vais essayer d'être concis. Les slides s'enchaînent. Plan du bâtiment, diagramme de consommation énergétique, estimation des coûts. L'idée, explique-t-il, c'est d'en faire un bâtiment exemplaire sur le plan écologique. Panneaux solaires, récupération des eaux de pluie, isolation renforcée, système intelligent de chauffage. Nora écoute, bras croisés. Grâce aux économies d'énergie réalisées, poursuit-il, on peut dégager des marges pour financer des activités supplémentaires. Un élu hoche la tête, impressionné. Très bien, très bien. Et pour les espaces intérieurs, demande quelqu'un. Adrien passe à un autre slide. Nous proposons une répartition modulable. Une grande salle polyvalente, 2 petites salles dédiées aux ateliers, un coin lecture numérique, Noratique. Lecture numérique, il se tourne vers elle. Oui, des tablettes avec accès à des livres, des ressources éducatives, des contenus adaptés aux enfants, et les livres, les vrais, il semble un peu surpris. On peut conserver quelques rayonnages, bien sûr. Quelques. Le ton de Nora s'est durci sans qu'elle y pense. Dans notre centre, dit-elle, les enfants prennent les livres dans leurs mains, les emmènent chez eux, les habillement parfois, les adorent souvent. Tous n'ont pas de tablette, monsieur Delcourt. Ils s'appuient contre la table, justement. L'idée est de réduire les inégalités en mettant à disposition du matériel numérique que les familles n'ont pas chez elles. L'idée est de faire joli sur le dossier. Vous voulez dire, réplique-t-elle. Quelques têtes se tournent. On peut avoir des tablettes, très bien, mais pas à la place des livres. Nous avons une contrainte d'espace, répond Adrien, qui commence à sentir la tension monter. Si on multiplie les zones de stockage physique, on réduit les zones d'activité. Ce ne sont pas des zones de stockage, monsieur. Ce sont des étagères qui font rêver des gosses qui n'ont pas de chambre à eux. Elle croise les bras. Vous parlez d'espace comme si c'était des mètres carrés sur un Excel. Moi, je parle de gamins qui cherchent un coin où se sentir chez eux. Le silence s'épaissit. Un élu tente de calmer le jeu. On peut être trouvé un compromis. C'est ce qu'on fait, répond Adrien, un peu sèchement. Optimiser l'espace pour qu'il serve au maximum de personnes. Il se tourne vers Nora. Je comprends vos préoccupations, Madame Benali, mais si on veut que ce projet voie le jour, il faudra aussi accepter certaines contraintes. Elle serait dit. Mes préoccupations, ce sont des vies, monsieur Delcourt. Quand un gamin passe 2 heures ici parce que ses parents bossent de nuit, la taille du coin lecture, ce n'est pas un détail. Les regards vont de l'un à l'autre, comme un match de tennis. L'adjoint au maire intervient. Très bien. Notez que le coin lecture devra rester important, avec des supports physiques et numériques.
On va travailler sur une répartition qui satisfasse tout le monde. Nora serre la mâchoire. Adrien aussi. Quand la réunion s'achève, elle range ses affaires en vitesse. Il vient vers elle. « Écoutez, Madame Benali, je n'ai pas le temps, coupe-t-elle. J'ai des gamins qui m'attendent pour les devoirs. Eux ne peuvent pas reporter leur rendez-vous. » Elle disparaît, laissant derrière elle une odeur de café et de pluie. Adrien reste planté là, légèrement vexé. Sympathique, commente-t-il pour lui-même. L'après-midi, à l'école élémentaire du quartier, la cour est un chaos de cartables et de cris. Nora attend près du portail. Yanis sort, en courant, suivi de près par la maîtresse. « Madame Benali, oui, on peut parler 2 minutes ?» Le regard de Nora se durcit. Qu'est-ce qu'il a fait, cette fois? Rien de très grave, rassure la maîtresse. Il a poussé un camarade un peu fort dans la file, il y a eu une bousculade. On a déjà parlé de son énergie, débordante. Nora se tourne vers Yanis. C'est vrai, il baisse la tête. Il a dit que l'autre s'est moqué de lui, ajoute la maîtresse. Je me moquais pas, je rigolais, proteste une petite voix derrière. Nora soupire. Je vais en parler avec lui. Merci. Elle prend Yanis par la main. On ne pousse pas les autres, dit-elle doucement, mais fermement. Même s'il commence. T'es toujours du côté des autres, grogne-t-il. Je suis du côté de ce qui est juste. Ils sortent de la cour. À ce moment-là, un autre parent arrive en courant, une mallette à la main. Adrien. Il est en retard, le visage fermé. Bonjour, excusez-moi. Le temps de sortir de la mairie et de... « Vous êtes le papa d'Élise ?» demande la maîtresse. « Oui, elle est déjà partie avec sa grand-mère. Tout s'est bien passé. Merci. » Il se retourne. Son regard croise celui de Nora. Une seconde de reconnaissance, de surprise, puis l'air se tend à nouveau. Il jette un coup d'œil à Yanis, qui tire sur la main de sa mère. C'est lui qui a fait une histoire. Tout à l'heure, l'a acheté. Il sans réfléchir. Nora fronce les sourcils. « Pardon ?» La maîtresse parlait d'un incident dans la file. « Et vous en concluez que c'est lui ?» réplique-t-elle. « C'est ce qu'elle vient de dire devant vous. Elle a dit qu'il avait poussé, » corrige Nora. « Pas qu'il était une histoire. » Il lève les mains, comme pour se défendre. « Je demandais, c'est tout. Demandez autrement, alors. » Elle serre la main de Yanis. « On y va. »« Man, c'est qui, lui ?» chuchote le garçon en s'éloignant. « Personne d'important, » répond-elle, un peu trop fort. Adrien, derrière, entend. Il a un rictus amer. « Charmante, vraiment, » murmure-t-il. Sur le chemin du retour, Nora sent encore la colère vibrer. Encore un père qui croit que son enfant est parfait et que les autres sont des cas sociaux. Pense-t-elle. Elle ne sait pas encore que ce même père, chez lui, passe sa soirée à se demander ce qu'il a raté avec sa fille, qui n'arrive pas à se faire des amis. Les jours suivants, la tension reste dans l'air. Nora croise Adrien à la mairie, dans le couloir, lors de réunions sur le projet. Chaque fois, c'est cordial, mais sec. Il parle planning, prestataire, enveloppe budgétaire. Elle parle accueil parent, enfant en difficulté, soutien scolaire. On dirait 2 langues différentes. Un mercredi après-midi, la pluie redouble. Nora termine un atelier dessin au centre. Les enfants ramassent les crayons, les feuilles sont tapissées de maisons colorées, de bonshommes tordus. « On y va, Yanis » appelle-t-elle en jetant un œil à l'horloge. Il ne répond pas. Yanis, pas de réponse. Elle sort dans le couloir, traverse le hall. Rien. Le cœur serré, elle enfile sa veste, attrape son sac. Il a dû filer vers l'école tout seul. La sonnerie de l'école vient de retentir. Elle se met à marcher vite, puis à courir. Devant le portail, la cour est déjà presque vide. Sur le trottoir, un petit groupe de parents discute. Nora scrute les alentours. Pas de Yanis. De l'autre côté du portail, dans un recoin, une silhouette recroquevillée. Ce n'est pas Yanis. C'est une petite fille, blottie contre le mur, les bras autour des genoux. Nora s'approche. « Hé !» La petite relève la tête. Des yeux humides, des joues rouges,
des cheveux collés par la pluie. Élise. Tu t'appelles Élise, c'est ça? Demande Nora doucement. Elle fait un signe de tête. Qu'est-ce que tu fais là toute seule? La voix se brise. Mamie est pas venue. Ton papa? Il est à une réunion. Elle se met à respirer trop vite. Et si personne vient? Les souvenirs de sa propre enfance remontent brutalement à Nora. Ces fins de journée où elle attendait devant l'école que sa mère sorte de l'usine, les minutes qui semblent des heures. Elle s'accroupit à côté d'Élise. Respire doucement avec moi. Regarde-moi. On inspire. On expire. La petite essaie, les épaules tremblent encore. On va appeler ton papa. D'accord? Il va être fâché. Non. Il va être... Les larmes repartent. Nora sort son téléphone. Tu connais son numéro? Élise hoche la tête, le lui récite par bribes. Nora compose. Au bout du fil, une voix essoufflée. Allô? Monsieur Delcourt? Oui, c'est Nora Benali, du centre. Silence. L'école est en train de fermer, et Élise est toujours là. On la trouve derrière le portail. Elle est très inquiète. J'arrive, lâcheté, il. Vous êtes loin? 10 minutes. Elle range le téléphone. Il arrive, dit-elle à Élise. Tu vois, tu n'es pas abandonnée. Mais il devait être là. Parfois, les grands se font piéger par le temps, explique Nora. On croit qu'on a encore 30 minutes. Et puis on regarde la montre, et on en a plus que 5. Elle sourit. Moi, ça m'arrive tout le temps. Une ébauche de sourire passe sur le visage d'Élise. Tu as déjà oublié ton fils à l'école? Demande-t-elle, presque choquée. Non, pas lui. Mais une fois, j'ai oublié de l'emmener à la piscine. Il m'en parle encore. Élise renifle. C'est grave? Pour lui, oui. Pour moi, un peu. Mais on en rigole maintenant. Elles restent là, toutes les deux, sous l'abri du portail. La pluie fait un rideau gris devant la rue. Au bout de 8 minutes, une voiture se gare en double fil. Adrien en sort presque en courant. Élise. La petite se jette dans ses bras. Je croyais que tu venais pas, sanglote-t-elle. Il la serre contre lui, les yeux brillants. Pardon, mon amour. Pardon, pardon. Il prend une grande inspiration, puis se tourne vers Nora. Merci. Les mots sont simples, mais la gratitude est immense. Il cherche comment dire. J'étais en réunion avec un adjoint, mon téléphone sur silencieux, je n'ai pas vu l'heure. Ça arrive, répond Nora. Elle sait que ça peut arriver à n'importe qui. Elle allait partir, avec la directrice, ajoute-t-elle. Je lui ai dit qu'on appelait. Il hoche la tête, encore secoué. Merci d'être resté avec elle. Je n'allais pas la laisser seule, répond Nora comme une évidence. Élise resserre ses bras autour du cou de son père. C'est elle qui m'a aidé à respirer, dit-elle, comme la dame au centre. Adrien fronce les sourcils. La dame au centre? Celle qui fait les goûters et les dessins. Il comprend. C'est toi? Oui. J'y viens le mercredi, avec les autres, explique Élise. Tu me l'avais pas dit, remarque Théil. Tu ne demandes pas toujours. La remarque le pique, mais il n'a pas le courage de répondre. Il se contente de regarder Nora. Elle lui sourit un peu. Pas un sourire de façade. Un sourire de quelqu'un qui a vu la panique dans les yeux d'une petite fille et qui sait ce que ça vaut. Merci, répète Théil. C'est mon boulot aussi, répond-elle. Pas vraiment, pense T. Bonne soirée, conclut-elle. Elle s'éloigne, son cœur un peu plus lourd qu'elle ne veut l'admettre. Parce qu'elle a vu, l'espace d'un instant, l'homme derrière le costume, un père qui a peur de rater son enfant. Et ça, c'est un langage qu'elle connaît. Les jours suivants, leurs échanges changent légèrement. Toujours des désaccords, des piques, mais, par moments, un respect à fleurs. Adrien parle des nouvelles propositions pour le projet. Un coin lecture agrandi, une salle d'écoute calme pour les enfants. Nora ne le dit pas, mais elle sait qu'il a poussé pour ces éléments-là. Elle l'entend un jour, dans le couloir de la mairie, expliquer à un élu. Non, on ne transforme pas la moitié du rez-de-chaussée en bureau payant. L'idée, c'est un pôle pour les familles, pas un open space. Elle le regarde, caché derrière un coin de mur, un peu déstabilisé. Peu.
Être qu'il n'est pas exactement le PDG sans cœur qu'elle s'était fabriqué. Le printemps arrive, le projet avance. On fixe une date pour une journée portes ouvertes dans le quartier. Montrer les plans, les maquettes, convaincre les familles. La mairie leur demande de travailler main dans la main. Delcourt, vous vous occupez des partenaires, des visuels, des chiffres. Ben Ali, vous rassemblez les familles, les témoignages, les ateliers pour enfants. Adrien et Nora échangent un regard. « Très bien », dit-il. « Très bien », répète-t-elle. Ni l'un ni l'autre ne saute de joie. Les semaines qui précèdent sont intenses. Au centre, Nora court partout. Liste de parents à prévenir. Contact des associations. Préparation d'une exposition de dessins des enfants. Répétition d'un petit texte que certains liront. Adrien, de son côté, organise. Location de matériel. Création d'affiches. Préparation d'un discours pour la presse locale. Rendez-vous avec un cabinet de conseil qui suit le projet. Ils se voient souvent, se heurtent. Ce slogan, c'est du blabla, s'agace Nora en lisant l'affiche. Un quartier qui se réinvente pour ses enfants. On a besoin d'une phrase courte, répond Adrien. Moi, j'aurais mis des visages à la place des logos. Ce n'est pas opposé. Une fois, il reste tard au centre, pour installer des tables. La lumière du néon clignote. La machine à café fait un bruit étrange. Vous devriez demander un budget pour la changer, lance Adrien. J'ai déjà du mal à en obtenir un pour les crayons de couleur, réplique-t-elle. Ils portent une table ensemble, se cognent les mains. Aïe, pardon. Ils rient malgré eux. La tension se détend un peu. Pourquoi vous faites ça, monsieur Delcourt ? Demande-t-elle soudain. Quoi ? Ce projet. Pour l'image de votre boîte ? Pour les déductions fiscales ? Il soupire. Un peu pour tout, honnêtement. Si je vous disais que non, je mentirais. Mais aussi parce que, il hésite, parce que mon père a travaillé 40 ans dans une usine sans qu'on lui demande une seule fois son avis. Parce que ma femme rêvait de s'occuper d'enfants malades et qu'elle n'en a pas eu le temps. Nora le regarde, surprise par cette confession. Elle est morte il y a 4 ans, dit-il simplement, d'un cancer. Elle ne s'y attendait pas. Je suis désolé. Moi aussi. Il sourit tristement. Ce projet, ce n'est pas la grande œuvre de ma vie, je ne suis pas en train de sauver le monde. Mais si je peux faire en sorte qu'un endroit soit un peu moins moche, un peu plus doux pour des gosses comme ma fille, il laisse la phrase en suspens. Nora sent quelque chose se fendre en elle. Mon père aussi a bossé toute sa vie dans une usine, avoue-t-elle après un silence. Ils l'ont licencié du jour au lendemain. Un type en costard est venu avec des dossiers, des chiffres. Et après, plus rien. C'est pour ça que j'ai du mal avec les PDG. Il la regarde, comprend. Je ne suis pas ce type-là, dit-il doucement. J'essaie, en tout cas. Je ne suis plus cette gamine-là non plus, répond-elle. Mais des fois, elle parle plus fort que moi. Ils se regardent. Un terrain commun se dessine. Ils ne se le disent pas. Mais ce soir-là, la haine pure laisse place à quelque chose de plus compliqué. De la méfiance, oui, mais teintée de respect. La journée portes ouvertes arrive. Le soleil est de la partie. La salle municipale est pleine. Parents, enfants, bénévoles, quelques journalistes, des élus. Des dessins d'enfants sont accrochés au mur. Une maquette du futur bâtiment trône au milieu, avec des petits personnages en plastique. Adrien présente le projet, plus humble qu'au début. On a travaillé avec le centre, avec les familles. Ce lieu sera ce que vous en ferez. Aussi, Nora présente ensuite des témoignages. Une maman qui raconte comment le centre a aidé son fils à ne pas décrocher de l'école. Un grand frère qui parle des soirées jeux de société. Puis vient le tour des enfants. Élise et Yanis montent sur la petite estrade, une feuille à la main. Le ventre de Nora se noue. Elle n'a pas réussi à les convaincre de ne pas le faire ensemble. On a écrit un texte, annonce Yanis. Lui, il lit bien. Alors il lit, dit Élise en lui tendant la feuille. Des rires dans la salle. Yanis la regarde, gonfle la poitrine. Ici, commence-t-il, c'est le centre. Des fois, on vient parce que nos parents travaillent. Des fois, parce qu'on veut voir nos copains. Des fois, parce qu'on ne veut pas rentrer à la maison tout de suite. Ici,
Il y a des livres, des jeux, des gens qui nous écoutent. Quand on a peur, on peut venir ici. Quand on est triste, on peut venir ici. On aimerait que le nouveau bâtiment soit aussi comme ça, avec des fenêtres qui laissent entrer la lumière et des gens qui la laissent entrer dans nos vies. Le silence se fait. Certains parents ont les yeux humides, Adrien aussi. Il regarde Nora, qui regarde ses enfants. Il se dit qu'il n'a jamais été aussi certain d'une chose. Ce lieu doit exister. Après les discours, on circule, on discute. Les élus semblent satisfaits. Les familles aussi. Nora souffle un peu. Adrien est abordé par un adjoint, un attaché de presse, un consultant. Au bout d'un moment, il cherche Nora du regard. Il la trouve dans un coin, en train de ranger des gobelets. « C'était beau », dit-il en venant l'aider. Le texte des enfants. Oui, elle sourit. C'est eux le meilleur argument. Pas nos slides, ni nos dossiers de subvention. Il rit. On fait une bonne équipe, non? Elle lève un sourcil. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il s'apprête à répondre quand son téléphone vibre. Message d'un associé, suivi d'un mail. Son visage change. Qu'est-ce qu'il y a? Demande Nora, en voyant ses traits se tendre. Rien. Ce n'est pas rien, monsieur Delcourt. Il soupire, lui tend son téléphone. Sur l'écran, un mail transféré. Projet Olivier, plan B. Si les indicateurs de fréquentation et de rentabilité sociale ne sont pas satisfaisants à 2 ans, possibilité de réaffecter 40% de la surface à un espace de travail partagé payant. Monsieur Delcourt semble ouvert à envisager une flexibilité sur cette partie. Le mail est daté de plusieurs semaines. Mais ce que voit Nora, d'abord, c'est la phrase « Monsieur Delcourt semble ouvert ». Le sang lui monte à la tête. « C'est ça, alors », souffle-t-elle. « Rentabilité sociale ? Réaffecter 40% de la surface ? Je peux expliquer, commence-t-il. Vous n'avez pas besoin, coupe-t-elle. C'est très clair. Il fronce les sourcils. Ce mail date d'avant nos dernières réunions. J'ai justement refusé ce plan. Ah oui? C'est ce qui est écrit, là, elle pointe l'écran du doigt. C'est ce que vos partenaires écrivent de vous. Qu'importe ce que vous pensez maintenant, ça montre comment vous fonctionnez. Il sent la colère monter à son tour. Je travaille dans un monde où il y a toujours plusieurs scénarios, Nora. Où on discute de plan A, plan B, plan C. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les mettre en œuvre. Vous jouez avec les gens comme avec des cases à déplacer dans un tableau, réplique-t-elle. Le centre, c'est mon boulot, monsieur Delcourt. Ce n'est pas un levier d'optimisation dans votre business plan. C'est votre interprétation, rétorque-t-il, piqué. Vous ne voyez de moi que ce qui confirme ce que vous avez décidé dès le début. Peut être parce que vous ne faites rien pour me donner tort. Les mots sont sortis trop vite. Elle le regarde, blessée. Pardon? Depuis le premier jour, vous m'avez collé l'étiquette « patron sans cœur », continue-t-il. Vous avez besoin que je sois le méchant pour être la héroïne des quartiers. Au moins, moi, je sais dans quel quartier je vis, réplique-t-elle. Vous débarquez de votre tour de verre pour faire un peu de charité et repartir avec un article dans le journal. La phrase lui claque au visage. Vous êtes injuste, dit-il d'une voix plus froide. Et vous, naïf, répond-elle. Les gens comme vous ne font jamais de cadeaux sans calcul derrière. Un silence brutal. On entend au loin des enfants rire. De la musique. Très bien, conclut-il. À partir de maintenant, on se contentera du minimum nécessaire pour le projet. Aucune obligation de jouer aux alliés si ça vous dégoûte à ce point. Elle ravale une boule dans sa gorge. Ce sera mieux, oui. Pour les enfants surtout. Elle se détourne, s'éloigne, les épaules rigides. Il reste là, téléphone en main, avec la nette impression d'avoir perdu quelque chose qui venait seulement de naître. Les jours suivants, l'air est glacé entre eux. Ils continuent de se croiser, dans les mails, aux réunions, à l'école, mais tout est devenu formel. Bonjour, au revoir. J'ai bien reçu le document. Plus de plaisanteries, plus de confidences. Nora rentre chez elle plus tard que d'habitude, épuisée. Sa collègue lui glisse. « Tu es sûr que ça va ? » « Oui. » « Tu as l'air vidé. »
C'est la période, répond-elle. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'une partie d'elle regrette d'avoir été si brutale, qu'elle repense à la façon dont Adrien avait parlé de Claire, qu'elle se surprend parfois à chercher son regard pendant les réunions pour se rappeler aussitôt que ce n'est plus leur dynamique. Un soir, peu avant les vacances de printemps, il pleut encore. Nora vient de fermer le centre. Elle sort, sac sur l'épaule, quand son téléphone vibre. Numéro inconnu. Elle hésite, décroche. « Allô ?» Nora, la voix est brisée. « Oui, c'est Adrien. » Elle s'arrête sur le trottoir. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je suis aux urgences pédiatriques. » Son cœur saute un battement. « Élise ?» ?»« Crise d'angoisse, dit-il d'une voix étranglée, très forte. Elle ne respirait plus bien. Elle tremblait. Il souffle, cherche son air. Je ne savais pas qui appeler d'autre. Elle ferme les yeux. « Vous êtes à quel hôpital ?»« Hôtel Dieu. »« J'arrive. »« Ce n'est pas... »« J'arrive. » tranche-t-elle. Elle raccroche, déjà en train de courir vers l'arrêt de tram. Aux urgences, l'odeur de désinfectant et le néon froid lui agressent les yeux. Elle repère Adrien tout de suite, assis sur une chaise en plastique, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Il relève la tête. Il a l'air d'avoir vieilli de 10 ans. « Elle est où ?»« Dans cette salle, avec l'infirmière, » répond-il. Ils disent que ce n'est que une crise d'angoisse. Mais elle était... Sa voix se brise. Elle était comme si quelqu'un serrait sa poitrine, finit Nora pour lui. Il acquiesce, les yeux rouges. Ça lui est déjà arrivé? Des petites crises, oui. Mais là, jamais comme ça. Depuis que sa mère est morte, elle a peur que je ne revienne pas quand je pars. Avoue-t-il. C'est pire quand je suis très pris au travail. Il passe une main tremblante sur son visage. Je croyais qu'en construisant ces lieux, en travaillant pour améliorer les choses, je faisais quelque chose de bien. Et là, je me rends compte que je n'ai même pas réussi à la rassurer. Elle. Nora s'assoit à côté de lui. Adrien. C'est la première fois qu'elle dit son prénom. Tu ne peux pas tout réparer. Ni pour elle, ni pour les autres. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il la regarde, perdu. Tu as l'air de savoir, toi. Elle sourit tristement. Yanis a fait des crises aussi, après le départ de son père. Il avait peur que je disparaisse quand je sortais les poubelles. Je devais laisser la porte ouverte pour qu'il m'entende. Il fronce les sourcils. « Et tu faisais comment ?» Je lui disais la vérité, répond-elle. Que je n'étais pas parfaite, que je pouvais être en retard, oublier un cahier, me tromper de jour pour une réunion. Mais que s'il y avait une chose dont il pouvait être sûr, c'est que je reviendrais. Elle le fixe. Tu n'es pas obligé de lui sauver la vie tous les jours, juste de lui montrer que tu es là. Les larmes montent à nouveau dans ses yeux. J'ai peur, Nora, murmure-t-il. Peur d'être insuffisant, de lui faire du mal en travaillant trop, de lui faire du mal si je travaille moins et que tout s'effondre. Il rit, sans joie. C'est ridicule. Ce n'est pas ridicule, dit-elle doucement. C'est juste humain. Une infirmière sort. Monsieur Delcourt ? Oui ? Votre fille se repose. Vous pouvez rester à 2 avec elle, si vous voulez. Elle regarde Nora. Vous êtes la maman ? Nora se fige. Adrien secoue la tête. Non, c'est une amie, dit-il. Une amie du centre. Une amie. Le mot vibre étrangement dans la poitrine de Nora. Ils entrent dans la petite salle. Élise est allongée sur un lit, un doudou dans les bras, des traces de larmes sur les joues. Papa, il s'assied à côté d'elle, lui prend la main. Je suis là. Tu vas pas mourir, hein? La question le transperce. Non. Tu vas pas partir? Non. Nora s'approche. Tu te rappelles ce qu'on a fait quand tu étais derrière le portail? L'autre fois, on a respiré, murmure la petite. Tu veux qu'on le refasse tous les 3? Tous les 3? Répète-t-elle. Oui, répond Adrien en regardant Nora. Tous les 3. Ils respirent ensemble. Inspire. Expire. La main d'Élise serre fort celle de son père. L'autre se perd dans les doigts de Nora. Ce moment-là, silencieux, vaut toutes les discussions qu'ils n'ont pas eues. Plus tard, alors qu'Élise dort enfin et qu'ils sortent de l'hôpital, la nuit enveloppe la ville.
Ils marchent côte à côte. « Merci d'être venu, dit-il. « De rien. Je ne sais pas à qui d'autre j'aurais pu parler comme ça. À une psy peut être, suggère-t-elle avec un demi-sourire. J'y pense, avoue-t-il. Pour elle, et pour toi, peut être. Il s'arrête au bord de la Loire. Les lumières se reflètent dans l'eau. Je suis désolé, lâche Nora d'un coup. Pour l'autre jour, pour les mails, pour tout ce que je t'ai balancé à la figure. Il tourne la tête vers elle. Tu avais de bonnes raisons de mépriser certains patrons, répond-il. J'ai juste pris pour tout le monde. Ce n'était pas juste. Elle serre les dents. Je t'ai confondu avec tous ceux qui ont fait du mal à mon père. Avec mon ex aussi, je crois. Avec tous les hommes qui ont un bureau et qui peuvent décider du sort des autres avec un mail. Elle prend une grande inspiration. Mais tu as défendu le centre. J'ai vu le compte-rendu de réunion. Tu as renoncé à des mètres carrés pour garder la bibliothèque, la salle d'écoute. Il hausse les épaules. Je ne pouvais pas faire autrement. Si, répond-elle, tu pouvais, mais tu ne l'as pas fait. Elle le fixe. Et j'ai refusé de te croire. Il se taise. Un tram passe au loin. Un chien aboie. Je crois que je t'ai détesté pour de mauvaises raisons, murmure-t-elle. Moi, je t'ai détesté pour les bonnes. Plaisante-t-il doucement. Elle éclate de rire, un peu nerveuse. Merci. Tu m'as poussé dans mes retranchements, ajoute-t-il. Tu m'obliges à justifier chaque décision. C'est épuisant, je t'en prie. Ils rient tous les deux. Le rire retombe, laisse place à un silence plus doux. Adrien. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Ce truc entre nous, avoue-t-elle. Mais je sais que ça existe. Son cœur se serre. Et ça me fait peur. À moi aussi, dit-il sans hésiter. Tu as peur, toi? Tout le temps. De quoi? De refaire les mêmes erreurs. De te faire du mal. De faire du mal à Yanis, à Élise. De mélanger tout. D'être encore ce type en costard qui vient foutre le bazar dans la vie des autres. Elle secoue la tête. Tu n'es pas ce type-là. Tu es un autre type. Un peu chiant, des fois. Très têtu. Mais pas mauvais. Il sourit, touché. Je n'aurais jamais cru un jour apprécier autant qu'on me dise que je suis un autre type, un peu chiant. Je peux faire mieux, se moque-t-elle. Ils se regardent. Longtemps. Nora, commence-t-il. Oui, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. La phrase plane entre eux. Elle ferme les yeux une seconde. Tu choisis bien tes moments. Toi, je sais. En sortie d'urgence pédiatrique, c'est très glamour. Je n'ai pas trouvé mieux. Il a un sourire un peu triste. Je ne te demande rien, ajoute-t-il. Pas de réponse, pas de promesse. Je voulais juste te le dire. Pour arrêter de me cacher derrière les dossiers et les plans 3D, elle le regarde, le cœur battant. Tu sais que je t'ai détesté, répète-t-elle. Oui, très fort, je l'ai remarqué. Et que je me suis engueulé avec ma collègue parce qu'elle a dit que tu n'étais pas si mal que ça? Vraiment? Oui, elle rit, nerveuse. Et qu'à un moment, j'ai commencé à chercher ton regard dans la salle pendant les réunions, et que ça m'a énervé encore plus. Un sourire étire ses lèvres. Ça, je ne le savais pas, dit-il. Maintenant, tu sais. Elle expire lentement. Ce que je ressens, elle cherche. Ce n'est pas simple. J'ai envie de te voir. Et j'ai envie de fuir. J'ai envie de te hurler encore dessus. Et de te prendre dans mes bras quand tu parles de Claire. Les larmes montent. Je crois que... Elle s'interrompt, puis lâche. Moi aussi, je tombe amoureuse de toi. Elle baisse la tête. Et ça me terrifie. Il fait un pas vers elle. On n'est pas obligé de se jeter dedans comme des ados, murmure-t-il. On peut avancer doucement. Pour Élise, pour Yanis, pour nous. Elle hoche la tête, sans oser lever les yeux. Tu sais ce que j'ai peur qu'on dise? Quoi? Que je sors avec le PDG, lâche-t-elle, avec un petit rictus. Que j'ai chopé le gros lot. Que je me suis trouvé un sauveur. Ce n'est pas ce qu'il se passera, répond-il. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu te sauver. Je suis venu parce que j'avais besoin, moi, qu'on m'aide à ne pas couler. Elle relève la tête. On ne se sauve pas l'un l'autre, corrige-t-elle. On se tient juste à deux quand c'est trop lourd. Et parfois, à quatre.
Elle pense aux enfants. Il sourit. Ça me va. On essaye? On essaye. Il tend la main, pas vers son visage, pas vers sa taille, juste sa main, ouverte, offerte. Elle la regarde, puis pose la sienne dedans. Simplement. On commence par quoi? Demande T.L. Par un café, sans réunion, sans dossier, propose T.Il. Par une promenade, un samedi, avec les enfants, ajoute T.L. Ils nous ont devancés, de toute façon. Comment ça? L'autre jour, j'ai surpris Yanis qui disait à Élise « Si ta maman et mon papa étaient amoureux, on serait frères et sœurs. » Et elle a répondu « On n'a pas besoin qu'ils soient amoureux pour être presque frères et sœurs. » Ils éclatent de rire. Ils ont un temps d'avance sur nous, constate Adrien. Comme toujours, répond Nora. Ils repartent vers la ville, mains toujours liées. Ils ne savent pas comment ils expliqueront ça aux autres, aux collègues, aux élus, aux familles. Ils savent juste que quelque chose entre eux a cessé de se battre pour avoir raison et a choisi d'exister. Quelques mois plus tard, le bâtiment rénové du quartier des Oliviers ouvre enfin. Des enfants courent déjà dans le hall lumineux. Le coin lecture déborde de livres et de tablettes. Une petite salle au fond, cosy, sert d'espace calme, avec des coussins, des lampes tamisées. On y voit parfois Élise, un livre sur les genoux, et Yanis, en train de lui expliquer un jeu de cartes. Dans le bureau vitré, Nora discute avec une mère, un stylo à la main, un sourire fatigué mais sincère. Adrien, lui, regarde la scène depuis l'entrée. Il sent une main glisser dans la sienne. « Tu sais qu'on a fait quelque chose de bien là », murmure Nora. « Non, les gens autour de nous ont fait quelque chose de bien. Nous, on a juste arrêté de se détester assez longtemps pour les écouter. » Il tourne la tête vers elle. « Et entre nous, on a arrêté de se détester », répète T.L. « Et après ?» Elle sourit, malicieuse. « Après, on est tombé éperdument amoureux. C'est ce que je raconte à ma sœur, en tout cas. Et elle te croit? Non. Elle dit que c'est cliché. » Ils se mettent à rire. Au fond de la salle, Yanis et Élise les appellent. « Maman, Adrien. » Le mot le prend toujours par surprise. « Adrien. Pas. Monsieur Delcourt. Venez voir. On a fait un dessin de nous tous. » Il s'approche. Sur la feuille, 4 personnages se tiennent par la main devant un bâtiment coloré. Au-dessus, en lettres un peu tordues. Notre centre, notre famille. Nora sent sa gorge se serrer. Adrien aussi. Il regarde la feuille, puis les enfants, puis Nora. Et il se dit qu'au fond, c'est peu, être ça, tomber éperdument amoureux. Arrêter de vouloir gagner, accepter de perdre certains combats, pour gagner quelque chose de plus grand, qui n'a pas de slide ni de chiffres. Juste des mains qui se cherchent, des enfants qui rient, un quartier qui respire un peu mieux, et 2 anciens ennemis qui, un jour, ont baissé les armes pour se tendre le cœur.